Ok, alors maintenant qu'on a vu comment augmenter sa valeur, comment augmenter ses revenus, on va voir comment devenir entrepreneur. Et j'aimerais commencer cette deuxième partie en étant transparent avec vous, en vous expliquant un petit peu combien je gagne aujourd'hui, combien je gagnais avant. Parce que en fait, il y a très peu de personnes qui font ça. Donc en fait, on ne sait pas vraiment. On écoute une formation de quelqu'un, on ne sait pas vraiment. C'est pas très transparent, on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et moi, j'aime bien être transparent. Donc en fait, aujourd'hui, on habite à Lisbonne avec ma femme au Portugal. Donc le coût de la vie est pas très cher, même si l'immobilier a beaucoup augmenté. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et on a en fait notre budget pour vivre, c'est de 4 500 € par mois. Ce qui est marrant parce que, enfin, quand on dit ça, il y a des gens qui nous disent, mais attendez, mais vous torchez avec des billets de banque. Moi, j'ai déjà eu cette réflexion, alors qu'en fait, non, c'est qu'on voyage pas mal, on fait des cadeaux à notre famille. Pourtant, on n'a pas un mode de vie extravagant, mais voilà, on a un loyer de 1 400 € par mois, ce qui est pas cher pour là où on habite, puisqu'on a un grand appartement près du centre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas délirant. En tout cas, je peux vous dire que quand j'étais salarié, donc je gagnais 3 000 € net par mois, assez jeune. Aujourd'hui, si j'étais salarié et que je travaillais beaucoup, à Paris, je pourrais faire, je sais pas, peut-être 5 000 € net par mois, 6 000 € net par mois. Mais il faut comprendre un truc, c'est que quand on est entrepreneur, c'est une mécanique qui est différente, d'accord? C'est difficile un petit peu de comparer. Bon, alors il y a le fait qu'on est prisonnier, je devrais me taper le RER ou le métro tous les jours, etc. Et puis honnêtement, je pense que Paris, la qualité de vie, c'est une catastrophe. Donc voilà, je serais clairement pas gagnant. Mais si vous voulez, quand je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, notre budget, c'est 4 500 € par mois, c'est ce qu'on vise pour dépenser par mois. D'accord? Pour pas non plus cramer de l'argent sans compter. D'accord? Mais si vous voulez, aujourd'hui, alors c'est un petit peu, voilà, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait en termes d'investissement, mais grosso modo, aujourd'hui, on pourrait se verser, en fait, donc je me verse même pas ma boîte 4 500 € par mois, je me verse moins, et puis on a des investissements qui viennent compléter, donc ça nous fait un budget de 4 500, mais aujourd'hui en fait ce que je vise, et je suis à deux doigts d'y arriver, c'est de faire en fait 20 000 € de bénéfices par mois dans ma poche. Voilà, donc vous voyez, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un investisseur, c'est un mécanisme différent. Si vous voulez, aujourd'hui des gens, donc si vous regardez déjà des gens qui gagnent au-dessus de 5 000 € par mois en France, il n'y en a pas beaucoup. Des gens et puis voilà, on parle toujours de revenus avant impôt, etc. Là, je vous parle en fait, c'est de bénéfices de ma boîte que je me verse, et donc après impôt, c'est pas 20 000 € par mois, c'est 200 000 € par an. Donc je suis en passe d'y arriver, puisque j'ai fait des gros investissements, donc je vous en reparlerai dans la partie devenir investisseur. Mais voilà, et c'est qu'un début. Je pense que je vais arriver assez rapidement à 30 000, 40 000, 50 000 € par mois. Mais si vous voulez, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est d'être heureux, c'est de s'éclater dans ce qu'on fait. Voilà, c'est pour être vraiment transparent et pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Moi, c'est vrai que j'ai créé, donc comme je vous disais, 4 business. Les 4 sont rentables. Et il y a des gens qui créent un business et qui se plantent, et donc je vais vous expliquer un petit peu quelle est ma méthode. J'ai une méthode pour avoir 100% de réussite dans la création d'entreprise. Alors 100%, c'est jamais 100%, en tout cas pour moi c'est 100%, mais croyez-moi, si vous suivez cette méthode, vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc ça tient en une phrase, c'est très simple, c'est le principe, c'est de choisir un business pour lequel il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent, d'accord? C'est un petit peu, alors ça c'est un truc marrant quand on est, typiquement quand on est salarié puis qu'on veut créer son business et que du coup on n'a pas beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur, on se dit il y a déjà les entreprises qui sont là, qui gagnent de l'argent, donc moi je vais faire un truc différent où il y a personne, d'accord? Sauf que quand vous faites un truc différent où il y a personne, c'est-à-dire où il n'y a pas encore d'entreprise, très souvent c'est parce qu'en fait il n'y a pas de marché, d'accord? Donc en fait, vous voyez qu'il n'y a personne, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé et qui se sont plantés. D'accord? Donc ils ont galéré, voilà, ils ont investi de l'argent, du temps, ils ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils ont jeté l'éponge parce qu'en fait, c'était pas rentable. Donc, moi, mon idée, elle est très simple, c'est d'aller là où il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent et de prendre une part du gâteau. Et je vous assure, ça marche très très bien. Là, on est en train de développer un logiciel qui s'appelle System.io, donc c'est autre chose, hein, je vous en parlerai, c'est une startup, en fait c'est un logiciel, donc j'ai des développeurs et tout, et c'est marrant parce que j'ai des gens qui me disaient, alors maintenant moins quand même, mais au départ j'ai des gens qui me disaient ouais mais il y a déjà ClickFunnels, il y a déjà tel logiciel,
Sous-entendu, bah voilà, comment tu vas faire? Ben non. En fait, c'est pour ça que je vais gagner de l'argent. C'est parce qu'il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent. Donc voilà, j'ai créé 4 business et j'ai toujours fait ça. Mon premier business, c'était en Australie. C'était un business en fait de vente en porte-à-porte. En fait, j'ai créé un réseau. J'avais des vendeurs, des managers. J'avais des équipes de vendeurs comme ça qui vendaient en porte-à-porte. Pourquoi? Parce que j'avais fait ce petit boulot en tant que vendeur, que j'ai vu que ça gagnait de l'argent. Le premier jour, j'ai fait des ventes. On vendait de l'artisanat en fait et le premier jour je suis rentré à mon auberge de jeunesse, je suis allé sur internet et j'ai commencé à chercher les fournisseurs et un mois plus tard j'avais une voiture, j'avais 5 vendeurs, j'avais du stock, on a commencé à travailler, on a commencé à faire des ventes et j'avais investi voilà, un petit peu moins de 10 000 euros. Mes économies c'était 15 000 euros quand je suis arrivé en Australie. Et puis après, voilà, au début, on n'a pas de stock, on a un besoin en fonds de roulement. Du coup, voilà, j'ai investi au total 15 000 euros et j'ai gagné 100 000 euros. Et quand donc il y avait 15 000 euros mon investissement, 35 000 euros que j'ai dû dépenser sur place, j'ai fait des voyages et tout, et je suis rentré en France avec 50 000 euros. Donc le concept est très simple. Prenez un concept qui marche et faites-le à votre sauce. Et je donne toujours cet exemple. Si vous voulez ouvrir un resto, vous n'allez pas inventer une cuisine qui n'existe pas. Du coup, style, je débarque, je vais faire... alors c'est vrai qu'on voit des trucs marrants, là, sushi, bagel, etc. Je comprends pas c'est quoi cette histoire-là. On a vu des trucs qui sont arrivés, style les franchises, là, les concepts de pâtes. Moi je trouvais cette idée naze à la base, puisque les pâtes, c'est vrai qu'en France on en mange beaucoup, on adore ça, et bon, j'adore ça également, mais c'est un peu le truc qu'on fait à la maison quand on sait pas quoi faire, et c'est hyper facile à faire, donc je voyais pas trop la valeur ajoutée. Et voilà, c'est un truc, ça a tenu 2 ans, il y a plein de gens qui ont investi de l'argent et du temps, et bah, qui ont tout perdu. Donc si vous ouvrez un resto, bah, je vous conseille d'ouvrir un resto, de faire un truc qui marche, quoi. Des burgers, des pizzas, voilà, sushi, des trucs qui marchent tout simplement. Vous n'allez pas inventer une nouvelle cuisine. Bah, si vous voulez créer un business sur un autre marché, c'est exactement pareil. Et je peux vous dire un truc, c'est que c'est toujours ce que j'ai fait et ça a toujours marché. Donc premier business en Australie, c'était un truc qui existait déjà. Quand j'ai lancé mon blog sur le développement personnel, enfin je l'avais déjà, mais j'ai commencé vraiment à le pousser, j'ai commencé à y croire. Bah, c'est parce que j'avais rencontré des blogueurs qui gagnent de l'argent. Quand j'ai lancé Anglais 5 minutes, c'est parce que bah, il y avait évidemment déjà des boîtes qui gagnaient de l'argent dans la vente de formations en anglais. Quand j'ai lancé System.io, c'est parce que je savais qu'il y avait des boîtes qui faisaient des millions de dollars aux États-Unis qui étaient sur ce marché-là. Si vous voulez, avec System.io, donc je vous en parlerai un petit peu dans cette formation pour vous expliquer les choix qui m'ont amené à faire ça. System.io, on va arriver, puisqu'on va le lancer sur le marché US, puisqu'en France, voilà, on est à l'équilibre, ça a du potentiel, mais voilà, je pense que le marché anglais, bah, il est 20 fois plus important, c'est le marché mondial en fait, puisque quand vous adressez en anglais, vous avez des gens qui achètent partout, hein, en Allemagne, en Inde, en Australie, au Luxembourg, enfin dans n'importe quel pays possible. Donc vous adressez véritablement au marché mondial, donc du coup pour moi le marché anglais il est 20 fois plus gros que le marché français. Et on va rentrer sur un marché où il y a des boîtes qui font entre 5 et 100 millions par an. Donc je me dis, si on n'est pas trop mauvais, bah dans 3 à 5 ans, on fait 5 millions et tout le monde est très content. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la méthode. Posez-vous la question. Hein, et honnêtement, voilà, pour terminer un petit peu là-dessus, mais je sais que j'ai un client qui est dans la franchise et qui est jeune, qui a la trentaine, qui a eu énormément de succès, il a 3 boutiques, voilà, il a un parcours extraordinaire et on était vraiment sur la même longueur d'onde, j'ai adoré le rencontrer. Et il me disait, mais j'ai un copain qui était salarié et là il a pris un concept en franchise. Alors je vous explique ce que c'est des bulles, en fait des caissons de flottaison, là vous êtes dans une bulle et puis voilà. Et il me disait, mais ce truc là, c'est pas validé, on ne sait pas si ça marche. Et en l'occurrence, ça va pas marcher, il va se planter. Donc il a pris un fonds de commerce, donc en France ça coûte de l'argent, il a dû investir 100 KE. Et il me disait, mais il va s'épuiser, parce qu'en plus c'est des heures de présence, etc. à accueillir le public, il va s'épuiser pendant 2 ans ou 3 ans, il va gâcher 3 ans de sa vie, il va claquer 100 KE. Et il me disait, franchement, il a une petite famille, sa femme elle va se barrer, hein, c'est clair. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu la différence, vous n'êtes pas obligé de me croire. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai des grilles d'analyse, ça fonctionne très très bien pour moi, donc libre à vous de les prendre. Mais en tout cas, il faut faire très attention et pas partir dans des trucs extravagants. Oui, vous pouvez avoir une idée extraordinaire et devenir milliardaire, style voilà le prochain Facebook.
Oui, sauf que ça a très peu de chances d'arriver. Vous prenez un risque énorme et devinez quoi? Quand Zuckerberg a créé Facebook, il y avait déjà des réseaux sociaux qui existaient, il y avait MySpace, il y en avait d'autres. C'est juste que lui, voilà, il a eu un petit peu de chance, il a eu le bon concept qui a décollé, mais vous prenez un risque énorme. Donc, les critères à prendre en compte quand vous analysez un business, parce que je vais vous donner un exemple très concret. Mon business en Australie, donc ça générait du cash, voilà, ça générait pas mal de cash. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré en fait un jeune étudiant d'HEC, un Français qui était à Sydney. Je lui ai raconté un petit peu ce que je faisais et je lui ai dit voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit bah en fait ton truc c'est ce qu'on appelle une baraque à frites à HEC. C'est-à-dire qu'en fait ça fait du cash, mais ça n'a pas de valeur. Tu peux pas le revendre. Donc il y a des commerces comme ça, il y a des business, tout ce qui est un petit peu, voilà, tout ce qui est les forains, les gens qui font les foires, les marchés, etc. Il y a des gens voilà, qui génèrent pas mal de cash. On peut le revendre, mais si vous voulez, voilà, c'est quand même assez limité. Donc c'est ce qu'on appelle une baraque à frites et c'est important de le savoir parce que si vous voulez, au final, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mon stock, donc j'avais presque une tonne que j'ai fait expédier par bateau. Que j'ai reçu à Paris, que j'ai stocké. J'ai essayé de le vendre, je me suis aperçu que le marché était mort, que c'était impossible à faire en France. Et du coup, j'ai tout refourgué, j'ai vendu ça sur le Bon Coin pour moins de 1000 euros. Donc, c'était un business qui n'avait pas de valeur, qui m'a permis de générer du cash, donc c'est bien, mais voilà, faut réfléchir un petit peu, avoir une vision long terme. Donc, et c'est un point que j'ai pas, j'aurais dû rajouter ici, j'y pense là, très important, amusez-vous un petit peu, c'est très facile à faire, amusez-vous à deviner combien gagne un business. C'est assez surprenant, c'est hyper facile à faire. Et vous allez vous rendre compte que parfois vous imaginez pas. On a des idées préconçues, voilà, ce type de business, ça doit rien gagner, etc. Vous en savez rien. Vous pouvez être très surpris. Il faut essayer de gratter un petit peu. Et voilà, moi j'ai des amis qui sont entrepreneurs et qui sont commerçants et je peux vous dire, ils gagnent beaucoup plus que des gens qui sont salariés et quand ils vont dans des soirées qui disent ce qu'ils font, les gens les prennent de haut. Non, vous en savez rien. Ils gagnent beaucoup d'argent et il faut être un petit peu malin. Vous avez une technique très simple. N'importe quel business, enfin n'importe quel, non, c'est pas vrai parce que quand c'est sur internet, c'est un petit peu, c'est plus difficile à évaluer parce qu'évidemment ça vous passe pas sous les yeux. Mais vous prenez un business, c'est un truc que j'aime bien faire. Vous prenez un magasin, vous regardez le nombre de clients. Vous dites ok, là en 1 minute, en 5 minutes, en 1 heure, il y a combien de clients à peu près? Vous faites une estimation. Dites ok, chaque commande c'est combien à peu près? On peut toujours évaluer, hein. Moi j'ai payé tant, un tel il a payé tant, etc. On peut toujours évaluer, vous faites une estimation. Ok, donc ça a fait tant de chiffre d'affaires par heure, c'est ouvert 8 heures par jour. Alors évidemment on adapte, il y a des heures creuses, il y a des heures de pointe, etc. Mais on arrive à faire une estimation. On dit ok, ça fait tant par jour, c'est ouvert tant de jours par semaine, ça fait tant par semaine, ça fait tant par mois. Le local ça coûte combien, les employés ça coûte combien, la marge elle est de combien, etc., etc. Vous arrivez à deviner à peu près combien gagne un business. Donc ça c'est un excellent exercice à faire que très peu, je pense, de personnes font. Et c'est hyper important pour être entrepreneur. Donc pas besoin de faire un business plan avec une feuille Excel avec je sais pas combien de formules. Très simple, vous faites comme ça. 2 têtes, vous prenez un papier si vous voulez, mais vous arrivez à deviner combien gagne un business. Ça vous permet d'analyser, de voir s'il y a des business qui gagnent de l'argent, combien ils gagnent. Moi je vous ai dit sur mon dernier business, pourquoi? C'est parce que voilà, on va arriver sur un marché où il y a des boîtes qui font entre 5 millions et 100 millions et on va essayer de prendre une part du gâteau et je pense que si on n'est pas trop mauvais, on va faire 5 millions. Je pense qu'on peut faire plus. Mais voilà, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de s'éclater. Et même avant ça, on gagnera. Je gagne déjà bien ma vie. Je vais gagner très bien ma vie. Et voilà, l'argent, c'est pas. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je vais en parler aussi dans cette formation. Donc, maintenant que vous savez comment trouver un business qui gagne de l'argent, on va voir un petit peu les critères à prendre en compte. Parce qu'il y a des business qui gagnent de l'argent, mais voilà, peut y avoir la baraque à frites, comme j'ai eu à Sydney. Donc il y a des questions à se poser. La première question, c'est comment vivent les gens qui font ce business. Je parle pas uniquement de revenus, je parle aussi de lifestyle. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est un restaurant. Pour moi, restaurateur, c'est un des pires business au monde. Alors évidemment, si vous êtes Gordon Ramsay, vous avez des équipes qui travaillent pour vous, etc. Bon, c'est différent, mais c'est un petit peu particulier.
on va dire le restaurateur qui gagne bien sa vie. Les gens en fait le voient pas, mais bon, si vous intéressez un petit peu, et je vous invite à être curieux et à vous intéresser aux gens et à vous passionner pour les gens et pour les business. Un restaurateur, c'est quelqu'un qui fait les achats, ça demande beaucoup de temps, la préparation, la pluche, la cuisine. Alors peut-être il a un cuisinier, etc. Mais je vous dis voilà tout ce qu'il faut faire pour faire tourner un resto. Donc les achats, la préparation de la cuisine, le service. Ensuite, il faut faire le nettoyage. Ensuite, il faut faire l'administratif. Et puis, évidemment, il faut gérer un petit peu le personnel, etc. Donc, c'est un travail. Moi, je sais que typiquement, quand j'avais une copine, son père, elle était restaurateur, elle ne le voyait jamais. Donc, c'est un travail vraiment d'esclave. Enfin, moi, je le dis comme je le pense. Donc, pour moi, je sais que c'est pas quelque chose que je voudrais faire. Après, on peut être passionné, on peut ceci, cela, etc. Je dis juste, voilà, c'est important, c'est un critère important. Comment vivent les gens qui font ce business ? Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Est-ce qu'ils ont l'air sereins? Est-ce qu'ils ont l'air relaxés? Est-ce qu'au contraire, ils ont l'air plutôt en mauvaise santé? Est-ce qu'ils ont l'air trop stressés? Est-ce qu'ils ont l'air de travailler trop? Voilà, vous savez où vous mettez les pieds, encore une fois, toujours cette stratégie un petit peu juste de bon sens, de voir un petit peu ce qui marche, comment les gens vivent, et d'aller là où ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il y a des revenus récurrents? Ça, c'est un truc hyper important. Moi, voilà, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, même sur Internet, je faisais pas du tout attention à ça. C'est hyper important. Donc, il y a un livre que je vous mettrai en référence qui s'appelle The Automatic Customer. C'est de John Varillo. Alors, je crois pas que ça existe en français, mais bon, voilà, c'est une référence. Vous pouvez chercher les informations, vous pouvez chercher les articles en ligne qui résument plus ou moins le livre et le traduire, etc. Donc, vraiment, je vous fais confiance pour trouver des ressources. Grosso modo, ça explique qu'un business qui a des revenus récurrents a plus de valeur qu'un business qui est toujours obligé de faire des ventes, d'accord? Typiquement, et ça c'est un super moyen d'analyser un business, c'est est-ce que vous avez un business où vous pouvez revendre aux mêmes clients, et encore mieux, est-ce que vous pouvez vendre un abonnement à ces clients-là? Donc c'est pas que vous êtes obligé de leur revendre soit la même chose, soit un autre produit que vous êtes obligé de créer, c'est carrément un abonnement où ils vous payent tous les mois. Donc pour moi, voilà, un des pires business, c'est par exemple wedding planner. D'accord? Alors évidemment, il y a des gens qui divorcent 5 fois et qui se marient, je sais pas, ça fait combien du coup? Ça fait 5 fois, 4 fois, j'en sais rien, 6 fois, mais grosso modo, c'est pas un super business model parce que vous cavalez un petit peu pour trouver des clients et puis faut toujours trouver de nouveaux clients. Et c'est pas super. Un autre business qui est vraiment nul, c'est, vous savez, ma femme est colombienne, donc j'ai habité 1 an et demi en Colombie. Puis en Colombie, il y a beaucoup de gens, même en Amérique latine, qui vendent dans la rue. Alors c'est assez rigolo, vous voyez un type passer avec carrément un faucon en bois, ou alors des patères, enfin ils vendent tout et n'importe quoi dans la rue. Je me dis, mais c'est horrible. Tous les matins, il se lève et il sait qu'il doit retrouver des clients. Parce que moi, j'ai fait de la vente, j'ai fait un petit peu de vente par téléphone, vente en porte-à-porte, j'en ai fait un petit peu dans mes expériences. Et quand vous vendez, il y a une connexion qui se crée, c'est cool. La personne, vous avez une discussion, il y a de la sympathie, il y a quelque chose qui se crée. Et si vous avez un business où vous devez toujours retrouver de nouveaux clients, vous êtes toujours obligé de repartir de zéro. Donc ça ne le fait pas. Donc voilà, est-ce que c'est possible d'avoir des revenus récurrents? Devinez quoi? Mon dernier business, System.io, c'est un abonnement. Donc voilà, c'est du récurrent. Et si vous regardez toutes les startups, c'est ce qu'on appelle les applications SaaS. C'est-à-dire, donc ça, c'est Software as a Service. C'est-à-dire que c'est plus à l'ancienne. Quand vous payez pour un logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur, vous payez en fait un abonnement tous les mois qui est plus abordable et qui vous permet d'utiliser le service. Typiquement Microsoft Office aujourd'hui, avant c'était un CD, vous achetiez le CD, vous l'installiez sur votre ordinateur, aujourd'hui vous payez, je crois que c'est 10 € par mois ou 5 € par mois et vous pouvez utiliser Microsoft Office, d'accord? Donc, est-ce que c'est un business qui a des revenus récurrents? Est-ce que les marges sont importantes? C'est une chose de voir le chiffre d'affaires, c'est autre chose de voir la marge générée. Typiquement, si vous voulez gagner de l'argent rapidement, faut vendre des produits sur lesquels les marges sont importantes. Ça, c'est hyper important. Donc, je vais vous montrer un business qui s'appelle la vente de produits d'information, qui est parce que c'est 2 de mes 4 business, c'est de la vente de formation. Quand vous vendez une formation, vous faites 97% de marge parce que vous avez 3% de frais pour votre processeur de paiement pour encaisser l'argent. Quand vous vendez, donc moi j'ai des amis qui sont commerçants, quand vous vendez quand vous vendez des produits physiques, typiquement vous faites
je sais pas moi, vous faites 30% ou un petit 50% de marge, ça veut dire que quand vous vendez 100 euros, il vous reste que 30 euros ou 45 euros. Et pour parler des marges, un exemple qui est hyper intéressant, c'est Amazon. D'accord ? Amazon, moi je suis beaucoup de Jeff Bezos, je suis un grand admirateur de son travail. Il y a un livre qui s'appelle The Everyday Store, je pense qu'on trouve en français sur Amazon, qui est passionnant, qui explique un petit peu tout leur parcours. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le savent. Amazon, c'est une boîte. Alors, ils ont plein de business, etc. Mais on va parler de deux business. Le premier business, c'est le business de base, qui est le magasin en ligne que tout le monde connaît. C'est un business sur lequel il y a des volumes énormes, mais il y a des marges très faibles. D'accord ? 1%, 2%, 3%. On joue sur le volume. Du coup, qu'est-ce qu'a fait Amazon ? Il y a une dizaine d'années déjà. Donc, c'est vraiment des précurseurs, c'est des innovateurs. Ils ont dit OK. Pour augmenter nos marges, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des applications SaaS. D'accord ? Donc des logiciels, donc pareil que mon logiciel System.io, pareil que la plupart des startups. Donc en fait, si vous voulez, ils vous fournissent l'infrastructure. Nous, dans System.io, on utilise, donc ça s'appelle Amazon Web Services, AWS, et c'est juste énorme. Je vais vous expliquer pourquoi c'est énorme. En 2017 ou en 2016, Amazon AWS, ça représentait 10% du chiffre d'affaires d'Amazon et 50% des bénéfices. Parce que les marges, quand vous vendez du logiciel, sont beaucoup plus élevées. Vous avez développé votre logiciel. Ça ne vous coûte pas beaucoup plus cher de le vendre à 1000 personnes que de le vendre à une personne. Donc si vous arrivez à le vendre à beaucoup de personnes, là, vu que vous avez des marges importantes, là, vous générez beaucoup de cash flow. D'accord ? Alors évidemment, quand vous avez plus de clients, vous avez besoin de plus de serveurs, puisque physiquement, le logiciel, il faut qu'il tourne, d'accord ? Mais ça ne coûte pas très cher. Vous avez besoin de plus de support, de plus de personnel support. Mais, si vous voulez, ça a un coût marginal qui n'est pas très élevé, et du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup plus de cash. Et je vais vous dire un truc. J'ai lu une news, là, j'étais sur le cul. Au dernier trimestre, Amazon a annoncé ses résultats. Amazon AWS, écoutez bien, a représenté 97,5% du bénéfice d'Amazon. D'accord ? Alors, voilà, c'est sur un trimestre, il y a peut-être des investissements qui ont été faits du côté d'Amazon, de la boutique, mais vous voyez bien que la question des marges est très importante. Et pour terminer sur Amazon, parce que moi c'est une boîte que j'admire beaucoup, ils ont créé, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont créé en fait un truc qui s'appelle Amazon Prime, qui est en fait, vous payez 10 euros par mois, et vous avez les frais de port express qui sont offerts, vous avez accès à Amazon Prime Video. Devinez quoi ? C'est un abonnement, d'accord ? Donc toujours la question des revenus récurrents et la question des marges, c'est hyper important. Un autre critère à prendre en compte, c'est la liberté géographique. Est-ce que ce business vous permet d'avoir une liberté géographique ? C'est un facteur important. Il y a des gens, ça leur pose pas de problème. Je peux vous donner l'exemple de mon client qui est dans la franchise, qui gagne très très bien sa vie, il a vraiment très bien réussi. Il me disait, moi j'ai 3 boutiques, j'ai je sais plus 12, 15 employés, je peux pas partir en Australie 6 semaines comme toi tu vas faire. Donc, et je vais vous dire un truc, 6 semaines en Australie, c'était trop long. On a fait avec ma femme Australie, Nouvelle-Zélande, parce que forcément, quitte à aller à l'autre bout du monde, autant en profiter, parce que la Nouvelle-Zélande c'est à 2 heures de l'Australie, donc c'était cool. Mais 6 semaines, c'est un petit peu long, quoi. Moi, j'étais content de revenir au Portugal où je suis très très bien au quotidien. Donc tout ça pour vous dire que quand on peut pas le faire, ça a beaucoup de valeur, et puis en fait le jour où on peut le faire, c'est peut-être pas si important que ça, c'est juste une petite aparté, mais en tout cas la liberté géographique c'est important. Moi, pour développer donc mon business sur internet, j'ai une liberté géographique totale, je peux travailler depuis n'importe où, j'ai juste besoin d'une connexion internet. Et si vous dites oui mais Aurélien il a des développeurs etc. pour développer son logiciel, on travaille tous à distance. Il y a un livre qui s'appelle Remote, qui a certainement été traduit par 2 auteurs très connus qui avaient fait le livre Rework, qui ont eux-mêmes développé une application SaaS très connue qui s'appelle Basecamp, qui fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Et c'est très intéressant. Ils expliquent que eux, ils sont tous à distance. Et moi, je peux vous dire un truc, c'est qu'on travaille tous à distance. On utilise un outil qui s'appelle Slack, qui est très connu. C'est une boîte. Alors, c'est un petit peu le Skype pour travailler en équipe.
C'est juste génial, c'est une boîte qui vaut plus d'1 milliard, hein, donc c'est très connu et c'est hyper pratique. On travaille tous à distance, ça se passe très très bien, d'accord? Donc pour développer une startup, pour développer un logiciel, vous n'avez pas besoin d'être sur place. Moi je suis tout seul dans mon bureau, j'ai pas besoin d'être à côté de personne. Donc la liberté géographique, c'est évidemment un critère à prendre en compte. Vous pouvez avoir des boutiques, gagner très bien votre vie, mais vous avez cette contrainte, c'est un truc qu'il faut savoir dès le départ. Alors, est-ce que ça demande beaucoup de travail? Voilà, si vous gagnez très bien votre vie, mais que, voilà, typiquement trader, si vous êtes trader, mais que vous travaillez 12 heures par jour, bon, moi je trouve qu'en termes de lifestyle, c'est pas extraordinaire. Moi aujourd'hui, si vous voulez, c'est toujours pour être transparent, parce que pour moi ça apporte de la valeur. Ça vous dit, voilà, ce gars-là, aujourd'hui il fait ça, et c'est pas qu'un gars qui donne des conseils, c'est un gars qui fait, et puis il explique un petit peu sa vie. Moi, si vous voulez, je me lève le matin, je mets pas de réveil, je me lève vers 8h, 8h30. Je vais au boulot, voilà, à 10 minutes de chez moi. Je bosse le matin, c'est un plaisir. Je suis tranquille, je suis concentré, j'essaye de faire en sorte qu'à midi, j'ai gagné ma vie, c'est-à-dire j'ai créé quelque chose, j'ai créé du contenu, j'ai créé du marketing, j'ai fait des choses vraiment fondamentales. Et l'après-midi, je fais des choses plus cool. Voilà, s'il y a besoin de faire des appels, je les passe dans la rue en me baladant sur ma roue électrique au soleil, c'est un régal. Si je dois écouter une formation, une vidéo, je le fais l'après-midi, mais l'après-midi, je suis beaucoup moins productif. Et voilà, et c'est fait exprès parce que j'ai pas envie de travailler énormément. C'est marrant parce que ma femme me dit, oui, mais tu travailles beaucoup. Je dis, non, mais attends, chérie, tu te rends pas compte, les gens qui travaillent beaucoup, c'est pas ça. Ils partent à 7h du matin ou à 8h du matin, ils rentrent le soir à 20h ou à 21h. Je parle de gens qui gagnent ce que je gagne, même moins. Et voilà, c'est pas ça. Moi, c'est quand même assez cool. Et puis surtout, j'aime ce que je fais. Donc c'est pas pour moi. Évidemment, il y a des trucs qui sont. Alors j'aime ce que je fais. Il y a des trucs qui me demandent, qui me coûtent. Faut que je me force, faut machin, etc. Il y a des deadlines. Donc voilà, c'est pas non plus la fête. Mais voilà, grosso modo, j'aime ce que je fais, ça marche et je prends du plaisir et j'essaye à midi d'avoir gagné ma journée. Ça, c'est hyper important en termes de productivité. Mais donc, parce que ce modèle de travailler 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour, déjà, vous ne pouvez pas être performant 15 heures par jour, ça ne sert à rien du tout. Donc, il vaut mieux travailler intelligemment que travailler beaucoup. Et même si vous travaillez 15 heures par jour, c'est un modèle qui a ses limites, d'accord? Donc, au bout d'un moment, il faut aller chercher d'autres sources, d'autres relais de croissance, d'autres relais de productivité, d'accord? Puisque évidemment, vous doutez bien que voilà, c'est pas tenable. Et moi, j'ai une vie assez cool. Je vais faire du sport l'après-midi, je vais me balader, après je vais faire 2-3 cours. J'ai l'impression que voilà, c'est pas les vacances, mais c'est presque quoi. Je fais mes petites courses, je rentre à la maison, je fais à dîner le soir pour ma famille. Pour moi, c'est un plaisir. Voilà, j'adore ça. Donc voilà, ça, je suis productif, je fais du boulot. Je bosse, mais c'est pas, voilà, c'est cool. Alors, est-ce que c'est, donc ça c'est un critère d'analyse. Est-ce que c'est scalable? Est-ce que vous pouvez grossir votre business? Ça c'est une question que vous devez vous poser. Je vous disais voilà, on développe un logiciel, ça a été un investissement, c'est un investissement important en temps et en argent. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais en fait c'est pas cher pour avoir un logiciel qu'on peut vendre potentiellement et faire des millions, voire des dizaines de millions. D'accord? Donc c'est toujours la question, voilà, est-ce que c'est scalable? Est-ce que vous avez un marché assez important? Est-ce que c'est possible de déléguer? C'est important, c'est un défi quand vous devenez entrepreneur, c'est que ce modèle de faire le travail vous-même, qui est en pratique ce que vous faites, il y a un livre qui s'appelle The E-Myth de Michael Gerber, je pense qu'il a été traduit en français pour le coup, qui parle de ça, qui dit qu'en fait la plupart des gens qui créent leur business, ils créent en fait leur emploi. D'accord? Parce que c'est typiquement c'est le cuisinier qui va ouvrir son restaurant, donc c'est lui qui est le chef dans son restaurant, donc là typiquement c'est l'esclave quoi, il fait tout. C'est le développeur qui va devenir freelance, donc là il vend ses compétences, mais en plus il doit faire le commercial et le marketing, mais ça peut être un très bon plan, vous pouvez gagner beaucoup plus si vous êtes freelance développeur que si vous êtes salarié. Mais bon, vous voyez bien que c'est un business différent de si vous avez 30 développeurs qui travaillent pour vous et que du coup, le temps que vous passez, forcément, ça devient beaucoup moins important. Moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire. J'ai un petit peu cette vision. Vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. J'espère que je vais arriver à me faire comprendre. J'ai un petit peu cette vision où en fait, je construis la maison et je me fonds dans les murs.
Et ensuite, j'ai des gens qui rentrent dedans. Et ça peut être des clients, ça peut être des gens qui travaillent pour moi. Mais si vous voulez, tout le monde, en fait, si vous voulez, si je construis le restaurant, je vais construire le restaurant. C'est-à-dire, je vais construire les murs, je vais mettre la peinture, limite, je fais le menu, etc. Et après, je vous donne les clés et c'est vous qui faites le travail. Et ça, c'est un petit peu la vision long terme. Et si vous regardez un petit peu les gros entrepreneurs, bah voilà, vous vous doutez bien que c'est pas eux qui ouvrent le courrier, qui font les comptes, qui font le service, qui répondent aux clients, etc., etc. Donc, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend des années pour apprendre à recruter, à déléguer, à trouver des compétences, mais il faut absolument tendre vers ça, et même en amont, il faut voir s'il y a le potentiel pour le faire. Après, encore une fois, vous pouvez vous dire, moi ce que je vais faire, voilà, je suis un cadre stressé, ce qui m'éclate c'est les motos, ce que j'ai envie de faire c'est de faire mon atelier de moto et tous les jours je bricole des motos. Ben voilà, si c'est votre kiff, vous faites ça, vous êtes heureux, vous gagnez votre vie, j'ai rien à redire à ça, chacun doit trouver où est son bonheur. Mais si vous êtes en mode, non, moi j'ai envie d'être cool et j'ai pas envie d'être obligé de me lever le matin ou d'aller au boulot ou de machin, etc., bah vous partez pas dans cette direction-là, vous ouvrez pas un restaurant, d'accord ? Alors, évidemment, la question à se poser, c'est est-ce que vous pouvez revendre ce business Donc voilà, l'exemple, c'est la baraque à frites en Australie. Il y a un livre qui s'appelle Built to Sell de John Varillo. C'est le même auteur en fait qui a fait The Automatic Customer, où il explique en fait dans son livre comment. Donc ça traite vraiment, ça adresse cette problématique de comment créer un business qu'on vend, comment vendre son business. Où il explique, c'est hyper intéressant. C'est l'exemple de quelqu'un en fait qui a une boîte qui fait du marketing, d'accord, qui fait du marketing pour des clients, donc il a des clients professionnels et puis ils font des campagnes marketing, des supports visuels, etc. Et il va voir un peu un mentor et il dit voilà, j'aimerais vendre ma boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Et son mentor lui dit écoute, j'ai une nouvelle pour toi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, là, ta boîte elle vaut pas grand chose. Alors l'autre il est un petit peu sur le cul, il lui explique, il dit bah oui, c'est du service, t'as deux trois gros clients. Si tu en as un ou deux qui se barrent, bah, ton chiffre d'affaires il diminue de 60%. Tu dépends sur les compétences de tes salariés et puis voilà, tu travailles énormément, t'es le commercial de ta boîte. Donc en fait ta boîte elle a pas énormément de valeur parce que si tu pars demain, qu'un repreneur il la prend, il est pas assuré de pouvoir générer beaucoup d'argent dans le futur. Parce qu'en fait quand vous achetez une action, c'est ce qu'on apprend en investissement dans les actions. Là, on va en parler un petit peu dans la troisième partie. Quand vous achetez une action, vous achetez en fait les revenus futurs générés par cette action. Donc, quand vous avez un business et que vous le vendez, le repreneur, il achète les revenus futurs générés par ce business. Donc, si vous avez une baraque à frites et que voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'il n'y a pas de marque, qu'il n'y a pas de clientèle, qu'il n'y a pas de revenus récurrents, qu'il n'y a pas de... Voilà, ça peut s'arrêter très rapidement, mais évidemment ça n'a pas beaucoup de valeur, vous pouvez revendre le stock, peut-être un petit peu plus, mais ça ne va pas très très loin. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision à l'esprit, parce que quand on crée son entreprise, et je suis passé par là, hein, vous connaissez mon parcours, déjà je me suis planté à ce niveau-là en Australie, et puis quand j'ai lancé mon business sur internet, je veux dire, j'étais prêt à tout pour gagner de l'argent, je faisais, si je pouvais me faire payer 150 € pour installer un site WordPress, je le faisais. D'accord, il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui vont se reconnaître là-dedans. Parce que j'étais prêt à tout pour réussir. Et c'est normal, au début, on fait ce qu'on a à faire pour gagner de l'argent. J'ai même aidé mes potes commerçants. J'ai bossé avec eux. C'était intéressant. J'ai fait un petit peu de cash. Et donc voilà, faut un petit peu avoir cette problématique à l'esprit. Quand on commence, on n'a pas du tout cette idée-là. Mais il faut comprendre un truc, c'est que quand vous créez un business, vous ne créez pas seulement une source de revenus, vous créez également un bien que vous pouvez revendre plus ou moins cher selon votre business. Et donc c'est à vous, en tant que stratège, en tant qu'entrepreneur, d'adapter votre stratégie pour évidemment vous créer non seulement une source de revenus, mais également un business que vous allez pouvoir revendre. Il faut savoir un truc, c'est que donc les applications SaaS, vous savez, les logiciels, je vous ai parlé, je vous ai dit voilà, moi je vais... on va se lancer sur le marché US, il y a des boîtes qui font entre 5 et 100 millions. Il faut savoir un truc, c'est que ces boîtes-là, elles sont valorisées en moyenne, hein, ça peut être un petit peu moins, ça peut être plus, 4 ans de chiffre d'affaires. Ça veut dire que les boîtes qui font 5 millions, elles valent 20 millions. La boîte qui fait 100 millions, qui est Infusionsoft, elle vaut 400 millions.
Donc c'est des chiffres, peut-être il y a des gens qui disent voilà c'est très élevé. Donc moi si je crée une boîte qui vaut 5 millions, bah, elle vaut 20 millions. Mais voilà, c'est comme ça. Donc il faut réfléchir un petit peu à ça. Puis dernière chose, c'est un petit peu une vision sur le long terme. Moi je sais que j'ai une, une, une technique, une grille de lecture pour un petit peu faire des choix dans ma vie, mais pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, c'est est-ce que le temps joue pour moi? On reprend l'exemple, quand j'étais commercial, j'ai vu un commercial qui est rentré en même temps que moi, parce que c'était un petit peu l'armée mexicaine, ils ont recruté 8 commerciaux le premier jour, moi je suis arrivé genre ah oui, comment ça se fait, il y a toute une équipe, et puis c'est l'armée mexicaine, hein, c'est tout simplement, voilà, on garde ceux qui fonctionnent, donc moi j'étais l'avant-dernier à partir, donc peut-être 5 sur 8. Et il y avait ce commercial-là qui avait fait 10 ans, qui avait fait 10 ans dans une boîte qui avait eu du succès et qui repartait un petit peu de zéro, donc il avait je crois 36 ans. Et je me disais, ok, c'est bien, là, tu repars de zéro, mais dans 10 ans, tu vas faire comment? Tu vas repartir de zéro, tu auras peut-être moins la pêche, tu seras peut-être un petit peu moins beau gosse, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, et on revient à ce que je vous disais, hein, quand on est salarié en France, honnêtement, enfin voilà, à part si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes dans le privé, après 40-45 ans, si vous perdez votre boulot, ça devient super dur, et il vous reste 15-20 ans à cotiser, donc le temps joue contre vous. Alors sauf si vous êtes évidemment, vous avez fait une super école, vous avez un super réseau, etc. Et même encore, c'est pas garanti. Bon, il n'y a rien de garanti non plus, vous pouvez être entrepreneur, mais si vous êtes entrepreneur, vous créez un business rentable, vous diversifiez vos business, vous allez voir, moi j'ai plusieurs business, j'ai 3 business aujourd'hui qui tournent. Si vous diversifiez vos business, si vous diversifiez vos investissements, devinez quoi? Vous avez un risque qui devient quand même très très limité. Donc, est-ce que le temps joue pour vous? Typiquement, si vous avez un business d'expert, je trouve que c'est un bon business. Alors il y a ses limites, c'est pas un business qu'on peut revendre, etc., etc. Mais je trouve que c'est un bon business model parce que plus le temps passe, plus on a de l'expérience, plus on a des clients, plus on a des produits, plus on a amélioré son marketing, plus on a des partenaires, plus on a des sources de trafic, etc., etc. Et du coup, plus le temps passe, plus on est, comme j'aime bien le dire, pardonnez-moi l'expression, on est le cul dans un fauteuil, c'est-à-dire qu'on est tranquille. À l'inverse, voilà, il y a des business comme le dropshipping où je trouve que c'est quand même un petit peu aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut faire du cash rapidement, mais bon, il faut faire attention sur le long terme. Donc maintenant, on va prendre quelques exemples de bons business. La vente de produits d'information, je vous en ai parlé, c'est très simple, c'est de vendre des formations en ligne. Donc ça, c'est un truc qui connaît un boom énorme. Il y a des grosses boîtes comme Udemy, Linda avec un Y, je crois, etc., etc. Donc voilà, c'est absolument quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que vous pouvez prendre vos compétences, les packager et les vendre en ligne. Il y a des gens qui sont... enfin, grosso modo, ce que vous faites, ce qui est le plus rentable, c'est vous aider les gens à passer d'un état A à un état B. Typiquement, alors il y a plein de thématiques, c'est j'ai pas de copine, je veux avoir une copine. J'ai un ami qui a un business sur comment récupérer son ex-copine. Il fait plusieurs millions par an. Donc c'est sur le marché français, donc c'est absolument énorme. Donc voilà, la séduction, récupérer son ex, créer son business, investir dans l'immobilier. Je sais pas moi, il y a des tonnes de trucs. J'ai un client qui est installé au Costa Rica, il a un business sur comment voyager au Costa Rica, s'installer au Costa Rica. Il gagne bien sa vie avec son business, il habite au Costa Rica grâce à son business, donc ça fonctionne. J'ai, si je vous cite des exemples de clients, mais vous allez halluciner, il y en a dans toutes les thématiques. Alors il y a comment maigrir, comment se muscler. J'ai une cliente qui a un business, elle fait entre 5 et 10 000 euros par mois, avec un business, c'est comment s'expatrier aux États-Unis, comment obtenir son visa aux États-Unis. J'ai des clients qui sont également dans l'ésotérisme. Alors là, c'est un petit peu, c'est de l'ésotérisme. Mais moi, je travaille qu'avec des gens éthiques qui aiment ce qu'ils font, qui veulent aider les gens pour vraiment être transparent sur l'ésotérisme. Je préfère que les gens qui sont à la recherche de solutions et qui ont une tendance, qui s'intéressent à l'ésotérisme, je préfère qu'ils tombent sur mes clients plutôt qu'ils tombent sur des gens mal intentionnés. Donc voilà, petit aparté, parce que l'éthique, c'est hyper important en business. Donc, la vente de produits d'information, vous vendez concrètement le fait, c'est ce qui vend le plus. Après, on peut être sur du loisir. Il y a quelqu'un en France qui fait plus d'1 million par an avec des formations sur la photo. Moi, j'ai des clients qui ont des business dans la photo qui font plusieurs milliers d'euros par mois. J'en ai plusieurs. Voilà, enfin bon, bref, il y a plein de thématiques. Il y a les hobbies.
Les voyages, on gagne pas, on peut gagner de l'argent. Alors là, c'est moins de la vente de produits d'information, c'est plus de l'affiliation sur des services et des produits. Mais typiquement, vous allez vendre un cours en vidéo, un PDF, et ce qui marche bien, voilà, c'est de vendre comment passer d'un état A à un état B. Et vraiment, on peut démarrer avec 0 € si on part sur du trafic organique. Qu'est-ce que c'est du trafic organique? C'est tout simplement on publie du contenu gratuit. Ça peut être sur YouTube, sur un site internet, sur un blog, sur Instagram, sur Facebook. Et on essaye de développer une audience et d'attirer des gens. Et on va pousser les gens à s'inscrire à sa liste email. Et ensuite, on va créer des produits qui sont complètement adapté à son audience, et quand on va les lancer, on va faire des ventes. C'est ce que j'ai fait sur deux de mes business que je vais vous montrer. Comme je vous le disais, vous faites 97% de marge, puisqu'en fait, vous vendez quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire à part le temps que vous avez passé pour créer votre formation, peut-être vous allez acheter 1 ou 2 logiciels, mais c'est quelques dizaines d'euros, vous enregistrez ça sur votre ordinateur, et vous pouvez vendre une formation à 2000 € et faire 97% de marge. Les 3%, c'est le coût pour le processeur de paiement, pour encaisser l'argent de vos clients tout simplement, parce qu'évidemment vous avez besoin d'intermédiaires financiers. Donc il n'y a pas besoin de stock, ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin en fonds de roulement. Je sais que c'est un truc qu'on n'y pense pas forcément quand on démarre, quand on n'est pas entrepreneur. Les besoins en fonds de roulement, c'est hyper important. Ça veut dire que et c'est assez surprenant, hein. Si vous regardez, moi je regarde, il y a une émission que j'adore qui s'appelle Shark Tank aux États-Unis, où il y a des entrepreneurs qui viennent pitcher leurs projets à des investisseurs et qui essayent de les faire investir. Donc ils expliquent un petit peu ce qu'ils ont fait, et on s'aperçoit que quand il y a une boîte qui vend un produit physique, le besoin en fonds de roulement, c'est une problématique absolument énorme. Pourquoi? Parce que si vous avez énormément de commandes, vous devez avancer énormément d'argent pour acheter les matières premières, pour créer le produit, pour l'envoyer, pour le stocker. Et du coup, vous avez des besoins financiers qui peuvent devenir très importants. Il y a un exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le mariage, c'est le prince William là, avec sa femme. La créatrice de la robe de la mariée, elle s'est fait une pub de dingue avec ce mariage. Devinez quoi? 3 ans plus tard, elle a mis la clé sous la porte, parce qu'à cause de ce succès, elle a eu tellement de commandes, etc., qu'elle s'est retrouvée, elle ne pouvait plus faire face, elle a mis la clé sous la porte. Donc cette histoire est dingue, il faudrait peut-être la vérifier, j'ai lu ça une fois, c'est mon souvenir, peut-être que je me trompe, mais c'est pour vous dire que c'est une vraie problématique, Donc quand vous vendez des produits d'information, on n'a pas de besoin en fonds de roulement. Et c'est un business qu'on peut automatiser. Ce que vous pouvez faire, c'est un tunnel de vente, c'est-à-dire que quand les gens s'inscrivent à votre liste email, ils reçoivent automatiquement des emails qui vont vendre vos produits. Moi, dans mes 3 business sur Internet, donc c'est 3 business que j'ai actuellement, j'ai toujours un tunnel de vente et je fais des ventes tous les jours en automatique. Des gens qui reçoivent des emails que personne n'a envoyé, qui sont envoyés automatiquement. Donc on a une séquence qui dure en général entre 2 et 4 semaines, et on fait des ventes tous les jours. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous reposer sur des assistants virtuels qui vont répondre aux clients. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Ça, faut pas le faire. Vous êtes obligé au début, mais moi, je réponds pas directement aux clients. Je réponds un petit peu pour notre logiciel, parce que j'aime bien être sur le terrain, mais c'est plus pour être au contact, voir un petit peu les réactions des clients parce qu'on est en train d'améliorer le logiciel, plus que par une nécessité, parce que pour moi, c'est pas rentable de passer mon temps sur le fait de répondre aux clients. Des assistants qui peuvent également s'occuper des tâches marketing, c'est-à-dire typiquement organiser des campagnes de promotion. Moi, mon business sur comment apprendre l'anglais, qui s'appelle anglais5minutes.fr, je fais 2000 € par mois de vente pour 1 heure de travail par mois. Et si je vous dis 1 heure, c'est parce que je peux pas vous dire 0, puisque de temps en temps, je regarde les chiffres, etc., mais je m'en occupe jamais en pratique. Alors oui, de temps en temps, là j'ai recruté un référenceur, je le paye 300 € par mois. Bon bref, voilà, de temps en temps j'en parle avec mon assistant, mais voilà, ça tourne tout seul et ça fait 2000 € de vente par mois. Il y a également des formations web marketing, puisque en fait, comme j'ai créé un blog sur le développement personnel qui commençait à avoir de l'attraction, je suis parvenu à gagner 1000 € par mois au bout de 6 mois avec la publicité à l'affiliation. Il y avait des gens qui me suivaient. Et quand j'ai voulu créer un produit, puisque on y est, vendre un produit d'information, c'est extrêmement rentable, j'ai fait un sondage sur ma liste et les gens m'ont dit on aimerait savoir comment tu fais pour gagner de l'argent avec un blog. Donc j'ai créé une formation pour gagner de l'argent avec un blog. Donc aujourd'hui, les formations web marketing, puisque c'est une passion, c'est quelque chose que je fais depuis 2010, ça génère environ 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Pour une partie importante avec des abonnements, justement, parce que suite à la lecture de ces livres, à ces découvertes, j'ai un petit peu changé mon business model pour avoir des abonnements. Et en fait, c'est du récurrent, c'est-à-dire que tous les mois, j'ai à peu près 15 000 € qui est récurrent. Donc je sais que les prochains mois, je vais toucher de l'argent. Alors il faut que j'alimente le système, que
que je fasse rentrer de nouveaux clients, parce qu'il y a des clients qui arrêtent leur abonnement tous les mois. C'est une mécanique un petit peu. Mais je sais que j'ai un business où tous les mois, je rentre en moyenne 15 à 20 000 euros et du coup, ça me donne la confiance dans les mois qui viennent. Je peux partir un mois en vacances. En pratique, j'ai des gens qui travaillent pour moi, mais je pourrais partir même et on pourrait fermer la boutique. Tout le monde part en vacances. On devrait faire ça un jour, aller à Cancun tout le monde. Et on revient et dans un mois, on a encaissé 20 000 euros. C'est exactement ce qui se passerait. Et personne n'aurait travaillé une seule seconde. Alors oui, les clients au support seraient pas très contents, c'est pas une bonne idée, mais voilà, c'est pour vous expliquer que c'est possible. Un autre business qui est très à la mode en ce moment, c'est le e-commerce. Il y a deux stratégies. La première, c'est le dropshipping. En fait, l'idée, alors c'est devenu à la mode pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons techniques, puisque c'est devenu possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un géant aux États-Unis qui s'appelle Alibaba, qui est un petit peu le pendant d'Amazon. Et devinez quoi, Alibaba a lancé son offre de logiciels comme Amazon Web Services, ça s'appelle AliCloud. Ça, il y a très peu de gens qui le savent. Je ne connais pas les chiffres, mais à mon avis, ça doit être assez conséquent. Alibaba, c'est pour trouver des fournisseurs en Chine. Donc moi, je le connaissais, ce business-là, il y a 10 ans, quand j'étais en Australie. Et en fait, ils ont lancé AliExpress, qui vous permet de commander directement, mais à l'unité, au détail. Et donc, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une boutique. Donc, ils utilisent en général Shopify pour ça, qui est une application SaaS. Vous voyez qu'on retombe toujours sur un petit peu les mêmes concepts. C'est une boîte au Canada qui vaut, je pense, à mon avis, ils ne doivent pas être loin du milliard si ce n'est pas plus. Donc, ils créent une boutique grâce à Shopify très facilement, en quelques clics. Après, c'est du travail pour l'optimiser, la paramétrer, etc. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'être un développeur, vous n'avez pas besoin de développer un site internet. Et ils vont mettre des produits dessus qu'ils ont trouvés sur AliExpress, ils vont faire de la publicité sur Facebook. Et quand ils ont quelqu'un qui clique sur la publicité, qui va sur la boutique et qui achète, ils vont ensuite commander le produit sur AliExpress ou alors sur un autre portail, mais AliExpress c'est très connu. Du coup, vous aurez compris, pas de stock, pas besoin d'avancer de l'argent, pas besoin d'avoir un besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement est nul. Enfin, y a la publicité, par contre c'est un investissement. Mais du coup, c'est un bon business model. Sauf que je mets un petit bémol, c'est que honnêtement, c'est possible, si vous trouvez un bon produit et que vous arrivez à le scaler, vous pouvez gagner plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques mois. Le petit bémol, c'est que je trouve que le problème, c'est que quand vous trouvez un produit, il y a d'autres personnes qui cherchent, qui trouvent ce produit également. Du coup, en fait, les produits ont une durée de vie limitée. Donc je trouve que vous êtes un petit peu toujours en train de repartir de zéro. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas un méga fan de ce business model. Mais bon, encore une fois, vous pouvez apprendre le métier, le web marketing, puisque c'est des compétences qui vous permettent de gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent à des boîtes. Donc vous pouvez vendre du conseil, travailler avec des clients. Donc c'est pas idiot du tout. Vous pouvez gagner de l'argent. C'est juste que sur le long terme, je trouve que c'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie sur le long terme. Ensuite, l'autre technique, c'est Amazon FBA. Alors ça, c'est différent. Amazon FBA, c'est un service développé par Amazon, puisque Amazon est une boîte très innovante, vous le savez. Amazon sont très forts pour l'infrastructure, c'est-à-dire évidemment on a les logiciels, puisque eux-mêmes utilisent beaucoup de logiciels, puisque ils ont un site internet, ils ont des besoins, mais évidemment pour tout ce qui est logistique. Et donc il y a quelques années, Amazon a dit ok, ce qu'on va faire, c'est que les gens qui vendent sur Amazon, on va leur proposer notre service de logistique. Ça s'appelle FBA, Fulfilled by Amazon, ça veut dire envoyé par Amazon. Stocké par Amazon, bon bref. Et en fait, le business model, c'est de trouver des niches où il n'y a pas encore beaucoup de compétition, de créer, donc de sourcer des produits. Alors pas seulement en Asie, vous pouvez vous positionner sur des produits à plus forte valeur ajoutée, créés en Europe, enfin bon. Bref, des produits sur lesquels il n'y a pas encore beaucoup de compétition. Et ce que vous faites, c'est que vous essayez de bien vous positionner sur Amazon. Donc là vous vendez sur Amazon. Mais Amazon a un trafic absolument énorme, d'accord ? Donc vous essayez de bien vous positionner sur Amazon. Donc vous mettez le paquet sur la description du produit, sur la page de description du produit. Vous mettez le paquet pour avoir des commentaires, etc. Et vous essayez de cadenasser la première place. Parce qu'un produit qui a énormément de bons commentaires, ça va être difficile de le détrôner. Donc en fait, vous essayez de vous positionner en premier dans une catégorie de produits. Et ensuite, c'est vous qui allez ressortir toujours en premier. Moi, j'ai rencontré 2 frères, des Français. Ils sont passés en 2 ans. Alors, honnêtement, j'ai un doute sur les chiffres, mais c'était de l'ordre de... Ils sont passés de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, 4 millions, ils m'ont expliqué. Donc, Amazon FBA, ça leur coûte 30%. Le produit leur coûte 30%. Donc, grosso modo, ils restent avec...
Je crois qu'il reste au final 20% de marge brute, donc 20% de 40 millions, de 4 millions, pardon, ça fait donc 10% de 4 millions, ça fait 400 000. 20% c'est donc 800 000 divisé par 12, ça fait quoi? Ça fait 70 000 euros par mois. Je crois que c'est ça, ouais. Et ils sont deux, donc ça leur faisait. Alors, ils m'expliquaient en fait en pratique, ils se payaient pas énormément parce qu'ils réinvestissaient. Vous voyez qu'on est là pour le coup. Là, on a du stock, donc il y a cette problématique de besoin en fonds de roulement. Donc en fait, ils investissent l'argent qu'ils gagnent pour sourcer d'autres produits, créer d'autres produits, etc. Mais voilà, évidemment, c'est une belle réussite et c'est quelque chose qui a du potentiel. Un autre bon business model, c'est donc évidemment la création de logiciels. C'est pas pour rien si je le fais. Les avantages, donc j'en ai parlé, vous avez un chiffre d'affaires récurrent, vous avez une valorisation plus importante. Et moi, je suis parti un petit peu de zéro. Alors j'ai perdu un an, il faut le savoir, avec une boîte au départ et quelques dizaines de milliers d'euros avec une boîte au Maroc qui était totalement incompétente. Donc j'ai perdu surtout un an, c'est quand même assez grave. Avant de trouver la bonne équipe, les bonnes personnes pour développer mon projet. Aujourd'hui, on a une très très bonne équipe et c'est pour ça que ça cartonne. Mais vous avez une autre façon de démarrer que je voulais partager avec vous ici, plutôt que de recruter toute l'équipe, de partir de zéro. Ce qui peut être très malin, c'est de trouver en fait une application qui fait déjà 1000 à 5000 dollars par mois et de la racheter et de développer le business. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, une application, parce que première chose, le plus dur, c'est de faire les premiers milliers par mois, que ce soit dollars ou euros, c'est pas la question. Parce que si vous faites entre 1000 et 5000 dollars par mois, ou euros, c'est pareil, ou presque, vous avez validé le concept. C'est-à-dire que vous avez validé le fait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à acheter pour ça. Alors peut-être que le marché n'a pas un potentiel énorme, peut-être que ça n'a pas un potentiel si élevé, mais au moins ça a validé le fait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à sortir la carte bleue. Donc ça, c'est hyper important. Et puis c'est un petit peu le plus dur, c'est au départ, c'est de valider le concept, c'est d'avoir les premiers clients. Et souvent dans ce cas-là, c'est en fait le créateur, c'est un développeur qui n'est pas très branché marketing et qui manque de recul par rapport à son business et il ne sait pas trop comment faire. Donc en fait, vous, si vous arrivez, vous avez un regard plus frais, vous rachetez son truc qui du coup ne rapporte pas énormément. Faut savoir que si ça rapporte, allez, on va viser 1500 dollars par mois ou 1500 euros, ça fait donc 12 000, 1500 et 6 000, ça fait 18 000 euros par an. Vous pouvez négocier pour 15 000 euros, 15-20 000 euros. Et donc rappelez-vous le petit pécule au départ, idéalement d'avoir 10-15 000 euros. Et vous pouvez ensuite le développer. Et si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre quelqu'un qui s'appelle Jonathan Siegel, qui a écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle The San Francisco Fallacy, où il explique un petit peu tout le côté, tout l'envers du décor, le côté pas si rose de San Francisco. Et moi, j'avais écouté son interview, j'avais trouvé ça hyper intéressant, parce que Jonathan Siegel, son métier, c'est exactement ça, à un niveau un petit peu plus élevé, c'est de racheter des logiciels, des boîtes, alors qu'ils font un petit peu plus, peut-être 5-10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois, et de les développer. Donc sa valeur ajoutée, elle est là, et je trouve que c'est typiquement que c'est un super business model, parce que c'est quelque chose que très peu de personnes ne regardent. D'accord ? C'est très particulier, c'est très niché, ça fait appel à des compétences très particulières, le web marketing, et surtout personne ne va y penser. Les gens vont penser, ok, je vais développer mon business, je vais développer mon application, ok. Mais si vous prenez quelque chose et que vous arrivez avec un regard neuf et que vous dites, ok, là peut-être on pourrait faire ça, là vous pouvez créer beaucoup de valeur. Et on peut penser à des niches auxquelles personne ne pense. Les applications SaaS, c'est pas forcément des sites internet, il y a des plugins pour Gmail. Vous n'avez pas idée, il y a des boîtes qui font des millions. Alors par mois, je sais pas, mais ça doit exister. Mais je sais qu'il y a des boîtes qui font, ça j'en suis sûr. Même par mois, il y a des boîtes qui font des millions par mois avec des plugins pour Gmail, typiquement des plugins de productivité qui vendent à des entreprises, donc qui vendent en B2B. C'est un modèle par abonnement. Il y a énormément de plugins pour Gmail. Souvent, c'est un modèle freemium. Et je peux vous dire qu'il y a des très très belles réussites. Et évidemment, c'est un truc auquel on ne pense pas vraiment. Voilà, un plugin pour Gmail. D'ailleurs, je dis une bêtise, c'est pas un plugin pour Gmail. Je savais qu'il y avait une bêtise. C'est un plugin pour Chrome.
d'accord? C'est des plugins pour Chrome. Je sais pas pourquoi j'ai dit Gmail, c'est parce qu'en fait, je pense surtout à des boîtes qui, voilà, c'est pour la messagerie en fait, c'est pour les emails. Mais les plugins pour Chrome, il y a plein de boîtes qui gagnent de l'argent avec ça et c'est un excellent business model, d'accord? C'est un modèle par abonnement. Un autre exemple de bon business, c'est la franchise, puisque voilà, j'ai fait la rencontre de ce client qui a eu une très belle réussite. Le problème, on a moins de liberté géographique, même si évidemment on peut déléguer. La personne en France je sais pas moi, qui a 8 McDonald's, je pense que, enfin bon, bref, j'en sais rien, je connais pas, j'ai pas vu de mes propres yeux, mais bon, on a quand même une structure qui fait qu'on a moins besoin d'être présent au quotidien, même si voilà, on a besoin d'être là. Mon conseil, si vous voulez partir là-dedans, c'est ce que me disait mon client, c'est il faut prendre des franchises en développement pour lesquelles les franchisés ouvrent un second point de vente. D'accord, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire le concept qui est un petit peu récent, mais qui est validé parce qu'il y a des gens qui ont signé et puis qu'ils ont créé un point de vente et c'est rentable et ils sont en train d'ouvrir un deuxième point de vente, voire un troisième point de vente. Là, ça sent bon. Là, ça veut dire que c'est bon. Là, ça veut dire que c'est validé. À l'inverse, vous prenez McDonald's. Bon, je pense que la franchise McDonald's, et je suis pas un expert, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est cramé, tout le monde connaît, c'est trop connu, voilà, c'est plus en phase d'expansion, ça coûte une blinde pour rentrer, enfin, laissez tomber, quoi. Et puis même, ça coûte, c'est carrément inaccessible. Donc plutôt prendre une franchise qui est en plein essor et ça marche et il y a des franchisés qui ont ouvert un point de vente qui est rentable, qui ouvrent un deuxième point de vente, là ça montre que voilà, c'est validé et il y a un coup à faire. Il m'expliquait que lui, maintenant qu'il a 3 boutiques, il a accès à des opportunités beaucoup plus juteuses. On lui propose des master franchises, c'est-à-dire typiquement un réseau qui lui dit voilà, on te donne un quart de la France. Et puis, on a un contrat et tu dois ouvrir tant de points de vente à ton nom. Ça peut être un 1, ça peut être 3, ça peut être 5. Et tu dois trouver des franchisés pour développer le réseau. Parce que, voilà, le franchiseur, lui, peut-être il est concentré sur d'autres choses. Et il me disait qu'il avait fait ses calculs et c'est quelqu'un de très, très carré. Et il me disait, alors je me souviens plus du chiffre, mais c'était très juteux, quoi. Ça lui faisait se poser la question, est-ce que j'abandonne un petit peu mon lifestyle ou ok, j'ai 3 boutiques, mais bon, je suis quand même installé, je suis cool, et je fais du cash et j'ai pas trop à me prendre la tête, ou est-ce que je pars là-dessus où ça va être énormément de travail, mais clairement, ouais, je crois que son truc, je crois que c'était de faire, je sais plus si c'était 500 000 euros par an de bénéfices ou 1 million ou 2 millions, mais c'était de cet ordre-là. Donc c'est un autre niveau. Pour terminer un petit peu ce chapitre, entrepreneur, c'est un état d'esprit et je vais vous faire gagner des années de recherche. La première chose, c'est que fait est mieux que parfait. Le problème, c'est qu'on est tous allés à l'école. À l'école, on vous disait voilà, faut bien faire. Là, on prend la règle, on trace le trait, couleur rouge, etc. Et finalement, c'est normal, les gamins, faut bien les former à la base. Mais a priori, vous travaillez pas pour la NASA, d'accord? Vous envoyez pas des fusées dans l'espace, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Et il y a cette citation d'Audiard qui dit un con qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels assis. Voilà, excusez-moi le langage, si ça vous offense, c'est pas le but. Mais voilà, j'aime bien cette citation, je trouve qu'elle est rigolote et puis elle est surtout vraie, c'est-à-dire que fait est mieux que parfait. Je peux vous dire, je suis allé dans des masterminds aux États-Unis, j'investissais $20 000 par an. On se répétait ça tout le temps. C'est aussi simple que ça. Et il y a beaucoup de choses qui retiennent les gens qui veulent créer un business. Et moi, je connais très bien les gens qui veulent créer un business sur Internet. Et une des premières choses, c'est ça. C'est de dire, voilà, je vais bien penser à mon truc, mon nom de domaine, ma marque, mon machin, etc. Oui, d'accord. Mais en attendant, on fait rien. Et vaut mieux sortir un article, vaut mieux sortir un produit pas parfait que de rien sortir du tout. Donc, c'est vraiment important et la conclusion c'est qu'il faut agir coûte que coûte et dépasser ses peurs parce qu'en fait on a peur que les gens nous disent ah mais c'est nul ton truc etc. En pratique non ça arrive pas. Oui il peut y avoir des commentaires désagréables mais c'est des idiots et dans l'ensemble vous allez avoir plus de gens contents que de gens pas contents. Donc il faut agir et il faut produire. Une petite aparté, respectez votre parole. Tenez vos engagements. C'est un truc, moi, ça me sidère. C'est-à-dire que les gens disent toujours, ok, on fera ça, on fera machin, etc. Et je regarde la personne, je me dis, mais attends, mais t'y crois vraiment? Moi, quand je dis un truc, je le fais. Ou du moins, j'essaye. Je veux le faire sincèrement.
D'accord? J'essaie de le faire sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui disent ok, on fera ça, et tu sais très bien que la personne, elle, dans sa tête, elle y a même pas pensé, mais en fait, elle va pas du tout le faire. Non, moi j'essaie de tenir mes engagements. C'est une question de respect pour moi, c'est une question de respect pour mes interlocuteurs. Et je trouve que c'est voilà, c'est se grandir, c'est avoir du respect pour soi et c'est important. On est un entrepreneur, on est quand même quelqu'un. Il faut tenir ses engagements, même si c'est sur des détails, c'est pas important. Je donne un exemple. Moi, j'ai une roue électrique à Lisbonne. J'étais dans un coworking et il y a un petit jeune. Donc c'est un petit jeune, je sais très bien, un Italien. Il doit gagner 600 euros par mois, 700 euros par mois à tout péter. Et il voit la roue, il me dit ok, bah tu me feras essayer. Je dis bah ok. J'avais pas le temps. Je dis ah t'inquiète pas, on va le faire. Un jour, je vais le voir. Je dis bah écoute, c'est bon. Là, si tu veux, dans une heure, on sort, on va le faire. Oh, attends, là je suis occupé, etc. Ok, pas de souci. Le lendemain, tu veux réessayer? Non, je suis occupé. Attends, ma poule. Moi, j'ai tenu mon engagement. Tu m'as dit, je veux essayer la roue. On va essayer la roue. Maintenant, si tu es trop occupé, c'est simple. Hein, les gens disent, j'ai pas le temps ou j'ai pas d'argent. Ça veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent pour ça. Ils n'ont pas de temps pour ça. Si demain, il y a des gens qui prennent en otage votre famille, vous allez trouver le temps, vous allez trouver l'argent. C'est qu'une question de priorité. Donc, faut pas se trouver des excuses, il faut trouver des solutions. Et puis il faut passer de consommateur à producteur. La plupart des gens sont des consommateurs. Vous regardez, on prend la télé. Alors la télé, c'est un modèle économique qui est un petit peu en perdition. Aujourd'hui, les gens qui regardent la télé, c'est quand même des gens un peu plus âgés. Moi, c'est vrai que nous, on regarde un petit peu, on regarde les news, voilà, en portugais, mais après on regarde Netflix et on regarde des trucs sur Internet. Mais vous prenez l'exemple du modèle économique de la télé. Qui c'est qui gagne de l'argent? Est-ce que c'est les gens qui regardent la télé ou c'est les gens qui font la télé? C'est les gens qui font la télé, évidemment. C'est les gens qui sont dans la télé. C'est les gens qui font des films. C'est les gens qui sont acteurs. C'est les gens qui sont journalistes. C'est les gens qui font des émissions. C'est les gens qui aident à préparer les émissions. Quand vous regardez la télé, vous gagnez rien. Alors, je ne dis pas de ne pas regarder la télé. C'est bien de se détendre et de relaxer, etc. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que sur Internet, c'est pareil. Qui c'est les gens qui gagnent de l'argent? Est-ce que c'est les gens qui vont sur les sites Internet ou c'est les gens qui font des sites Internet? Est-ce que c'est les gens qui achètent des produits ou c'est les gens qui vendent des produits? D'accord? Donc il faut bien comprendre que si vous voulez être un entrepreneur, il faut passer de consommateur à producteur. Et évidemment, un entrepreneur, c'est un consommateur. Il regarde la télé, enfin pas tous, mais voilà, il regarde la télé, il achète des formations, il achète des livres, il va à des événements, il est un consommateur de services d'autres entrepreneurs qui sont des prestataires. Moi, j'ai beaucoup de prestataires avec lesquels je travaille, mais c'est avant tout un producteur, d'accord? Si vous êtes seulement un consommateur, si vous n'êtes pas un producteur, vous ne créez pas de valeur et vous n'allez jamais gagner de l'argent, vous n'allez jamais créer de business. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous produisez, d'accord? À la fin de la journée, il faut vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai produit comme contenu? Qu'est-ce que j'ai produit comme produit? Qu'est-ce que j'ai produit comme marketing? En quoi j'ai changé la vie de mes clients, d'accord? Si je vends du service, en quoi j'ai aidé mes partenaires? Il faut devenir un producteur, un créateur de valeur, un créateur de richesse. Et pour terminer là-dessus, une distinction fondamentale et subtile, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Réfléchir pendant des mois à son idée de business, c'est pas prendre une décision. Évidemment, je vous dis pas de vous lancer dans la première idée que vous avez, mais on voit énormément de personnes qui veulent créer son business et elles disent voilà, je suis en train de réfléchir, etc. Ok, c'est super. Mais il y a un moment où il faut prendre une décision. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend une décision tout en sachant qu'il prend peut-être pas la meilleure décision. Mais il sait que, comme disait Audiard, un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Donc c'est bien de réfléchir, je suis le premier à dire il faut réfléchir, mais ça va, il y a un moment où il faut dire ok, c'est bon, on passe à l'action. Peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais il faut passer à l'action. Moi je sais, je l'ai vu, c'est un truc que j'ai appris quand j'ai travaillé avec des clients en coaching. C'est super le coaching, on apprend des choses, c'est vraiment passionnant et puis ça permet des clients d'avancer beaucoup plus. Là, ce client-là, il faisait en moyenne 1 000 euros par mois, mais c'était assez irrégulier. On lui a mis en place un tunnel de vente, il est passé en 3 semaines, il faisait 3 000 euros par mois en automatique. Donc c'est juste génial. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Parce que sur son site, je lui dis écoute, on a 2 possibilités là. Honnêtement, en pratique, on pourrait faire le test, mais ça demande du temps, c'est compliqué, etc. Donc ce que je te propose, on a discuté, et puis voilà, au bout d'un moment, je lui dis ce que je te propose, c'est qu'on va partir dans cette direction. Le truc que je te propose, on n'est pas sûr que ce soit la bonne direction, mais on va tenter ça.
3 semaines plus tard, il m'a dit, écoute, c'est extraordinaire, je fais 3 ventes par jour de mon produit à, je sais plus, 35 euros, je fais 100 euros par jour, je fais 3000 euros par mois, c'est génial. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions, même si ces décisions-là sont pas parfaites. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se trompe souvent. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui fait les choses parfaites. Ça n'existe pas. Il y a que les gens qui font rien, qui ne prennent pas de risques, qui ne font pas d'erreurs, mais ils font rien non plus. Et au final, ils sont pas gagnants. Donc, faut prendre des décisions. Ayez toujours ce conseil à l'esprit. Ça va vous permettre de débloquer des situations. Voilà. Bah écoutez, ça c'est toute la partie pour créer votre business. Une fois que vous avez créé votre business, vous allez passer un petit peu à l'étape supérieure qui est celle de devenir investisseur. À tout de suite pour la troisième partie.